Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Histoire. Je suis accompagné aujourd'hui de Benjamin Ratichot. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors aujourd'hui, nouveau concept d'émission sur Fréquence Histoire en format court, consacré à un scrutin important dans l'histoire politique. Cette émission, nous l'intitulons Élections marquantes et nous nous intéresserons aujourd'hui aux élections législatives françaises de 1871, élections en pluriel, parce qu'on le verra, Benjamin, il y a eu une série d'élections générales en février 1871, et puis des élections complémentaires, partielles, en juillet suivant. Oui, alors nous sommes amenés à traiter de cette double élection donc de 1871, dont il faudra rappeler évidemment le contexte, le mode de scrutin et évidemment tout l'effet de la composition que les élections vont donner à cette assemblée sur justement le déroulement de la législature jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la convocation de nouvelles élections en 1876, après que le pays ait pris sa forme républicaine, conformément aux lois constitutionnelles votées en 1875. Donc pour prendre l'histoire dans le bon sens, il faut peut-être rappeler les conditions de ce scrutin, conditions bien funestes, Gauthier. Oui, c'est des conditions difficiles parce que vous le savez sans doute, il y a quelques mois avant cette élection, cette guerre franco-prussienne qui oppose donc le Second Empire français à la Prusse. Vous le savez, c'est un désastre militaire du côté français avec cette défaite de Sedan le 2 septembre 1870. Et conséquemment, la chute du Second Empire, la proclamation d'une nouvelle république, d'une troisième république française, le 4 septembre 1870, depuis, je crois, l'hôtel de ville de Paris, puis c'est proclamé même dans différentes villes. C'est amusant d'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'à Marseille, c'est proclamé la veille. Enfin, vous voyez bien qu'il y a un climat d'anarchie, il y a un climat d'incertitude, parce que même si le Second Empire chute, la France, elle, ne capitule pas tout de suite. Il y a la continuation du conflit contre la Prusse jusqu'en janvier, sauf que là, c'est mené par le nouveau gouvernement républicain. Alors, c'est pas des républicains radicaux, on verra, ce sont des gens assez modérés, Favre, Ferry, Simon notamment. Mais pour se légitimer, croit-il, eh bien, il estime nécessaire de devoir convoquer des élections législatives. Alors on les convoque tout d'abord en octobre 1870, et puis compte tenu de la guerre, ça ne fonctionne pas, donc on les retarde. Gambetta aussi, qui lui représente plutôt les républicains radicaux, met un petit peu de mauvaise volonté, ce qui fait qu'on déporte les élections en début février, en publiant les décrets à l'extrême fin du mois de janvier. On change le mode de scrutin, on met un scrutin de liste à un tour et au niveau départemental, en ne votant plus que dans les chefs-lieux de canton, donc ça suscite naturellement une forte abstention. Et puis il y a un critère qui contribue à rendre ces élections d'autant plus anarchiques, c'est l'occupation militaire de 43 départements par l'armée, parce qu'elle est devenue l'armée allemande, puisqu'entre-temps l'Empire allemand a été institué. Bref, Benjamin, c'est un climat d'anarchie qui forcément influence les résultats. Bien sûr, alors voilà, le point capital, peut-être deux points capitaux. Le premier, tu l'as rappelé, c'est que nous sommes dans un contexte d'occupation militaire et un contexte d'extrême rapidité d'extrême brièveté entre la convocation des élections et les élections même le 8 février. À peu près 8 jours. Voilà, donc on assiste à une campagne électorale qui, d'emblée, est courte. Avec les moyens de communication dont on disposait à la fin du 19e siècle. Le deuxième point crucial, c'est que ces élections se déroulent sans une part importante des notabilités dans les territoires, c'est-à-dire des nobles, des gens de référence, des gens sur qui, même à la fin du 19e, les gens s'appuient comme une légitimité terrienne, sont engagés dans la défense nationale, puisqu'il ne faut pas croire que seuls les républicains défendent, continuent, perpétuent le combat contre les Allemands, contre les Prussiens. Nombre de gens dans le camp conservateur, notamment les anciens zouaves
les anciens zouaves pontificaux sous les ordres de Charette continuent également de combattre dans l'ouest de la France, etc. Et donc ces élections, comment dirais-je, se déroulent rapidement dans un contexte d'occupation militaire, en l'absence d'un certain nombre de notabilités qui, je le rappelle, combattent pour justement essayer de barrer la route à l'avancée prussienne. Oui, effectivement. Alors, pour autant, ces notabilités ne sont pas forcément bien vues du nouveau pouvoir républicain, puisque s'il y aura une majorité royaliste à l'Assemblée, on le détaillera un peu plus tard, mais grosso modo, ce sont les orléanistes qui gagnent, flanqués quand même d'une une forte minorité, dont beaucoup, je crois, c'est 170 à peu près députés légitimistes. Les bonapartistes, eux, sont clairement persona non grata de ce scrutin. Et tout d'abord, le 31 janvier 1871, une déclaration de Gambetta selon laquelle les anciens ministres, les anciens conseillers d'État, anciens préfets, anciens candidats officiels du Second Empire, donc le régime de Napoléon III, sont déclarés inéligibles. Forcément, ça grève un peu les possibilités pour les anciennes élites, les anciennes notabilités bonapartistes de se faire réélire à ce qui n'est plus le corps législatif, mais l'Assemblée nationale. Tiens, on ne l'a pas dit, mais cette chambre a été renommée Assemblée nationale pour la mandature 1871-1876. Après, ça redeviendra la Chambre des députés jusqu'en 1940. Il faut dire qu'on nage également dans un flou artistique, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque la France est, à cette époque, après la chute de Napoléon III, dans le flou des institutions. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel sera, après la chute de Napoléon III, le régime de la France. Et donc cette Assemblée nationale ne sera élue non seulement pour voter des lois, mais également pour doter la France d'une constitution et fixer le régime définitif de la France. Et c'est là l'enjeu de cette élection et de la législature, c'est que justement les élections et leurs résultats ne sont absolument pas conformes aux attentes du gouvernement de défense nationale de Gambetta. Et nous arrivons à Bordeaux, puisque l'Assemblée siège à Bordeaux, puisque Paris est victime d'un siège de la part des Prussiens. Cette Assemblée de Bordeaux est à majorité conservatrice. Alors il faudra peut-être détailler ce que nous entendons par conservatrice, puisque les tendances qui composent justement cette mouvance conservatrice ne s'accordent pas, plutôt diffèrent sur nombre de points. Effectivement, il y a une majorité conservatrice, avec quand même d'ailleurs, j'ai expliqué il y a une minute que les bonapartistes étaient persona non grata. Il y a quand même une vingtaine de bonapartistes qui sont rescapés, entre guillemets, et qui parviennent à se faire réélire, et qui constitueront autour de Eugène Rouher, à partir de 1872, le groupe de l'appel au peuple. Mais pour le reste, effectivement, ce sont les orléanistes qui sont majoritaires, et ensuite différentes nuances de légitimisme, y compris des nuances, tu reviendras peut-être dessus, Benjamin, qui font un peu la charnière avec l'orléanisme. Et puis à l'inverse, à l'extrême droite de la Chambre, eh bien des députés qui sont vraiment ultra-cléricaux, qu'on appelle notamment les chevaux légers. Alors, ça c'est pour la répartition par siège, on va la détailler. Pour ce qui est en revanche de la répartition sociologique, on pourrait dire, c'est intéressant parce que c'est vraiment une assemblée conservatrice, mais c'est plus, à mon avis, des bourgeois que des nobles. Si on regarde la composition exacte, d'après des chiffres rappelés dans De la monarchie à la République 1815-1879, de Vincent à Doumier, on a pas tant de nobles que ça, finalement. On a 4% de nobles urbains à peu près, 20% de nobles qui sont propriétaires terriens, 10% de nobles qui sont d'anciens officiers, et la classe sociale majoritaire, c'est vraiment la haute bourgeoisie. On voit le règne de l'orléanisme au sens propre, avec 36% des sièges. Ce qui est conforme justement à ce que je disais, oui, sur le fait que les nobles locaux sont en campagne. Alors soit sont en campagne, soit sont carrément décédés après la campagne désastreuse de Sedan. Et donc évidemment, la bourgeoisie qui n'a pas pris part au combat
se retrouve propulsé en pole position dans cette assemblée, conformément justement à la victoire au moins relative des orléanistes à ces élections de février. Oui, puis il faut dire que les orléanistes, un petit peu comme le fera d'ailleurs Adolphe Thiers, a promis en gros un programme autour du pain et de la paix, c'est-à-dire retrouver l'équilibre économique et puis surtout faire la paix le plus vite possible avec l'Allemagne, ne plus continuer la guerre, alors qu'inversement, naturellement, la plupart des républicains sont pour la continuation de la guerre. Gambetta est même pour ce qu'on appelle la guerre à outrance, et puis encore plus à gauche, on a naturellement ce qui adviendra à partir de mars 1871 avec le mouvement communaliste qui, à Paris, lui veut la guerre coûte que coûte. Pour poursuivre la description de la composition sociologique de cette Assemblée nationale de 1871. Après la haute bourgeoisie vient ensuite ce qu'on appelle la moyenne bourgeoisie, 19% de cette Assemblée. Alors c'est une Assemblée de 650 sièges réellement pourvus, parce qu'après il y aura les élections complémentaires de juillet. Oui, une multi des gens qui ont été élus dans plusieurs départements. Voilà. Et donc ils ne peuvent pas représenter plusieurs départements à la fois. Et donc cela occasionnera, comme tu l'as rappelé, des élections en juillet, des élections complémentaires. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle la candidature multiple. C'est quelque chose de récurrent sous la Troisième République. On va vraiment abroger ce système quand il y aura la menace, entre guillemets, boulangiste. On fera en sorte que les députés, qu'on appelle des représentants d'ailleurs en 1871, on fera en sorte que les députés ne puissent plus être élus dans un seul département. Pour revenir à l'Assemblée de 1871, la petite bourgeoisie représente 8%, ce qui fait que le bloc des bourgeoisies, si on peut dire, représente, si je calcule bien, 63% des 650 sièges. Ça vous donne un petit peu l'image de cette assemblée à majorité orléaniste. Et puis la classe ouvrière, elle, ne représente pas plus de 3% des sièges. Je suppose parmi les républicains les plus radicaux, et encore, il faudrait sans doute affiner ce portrait, parce que parmi les radicaux, il y a certainement beaucoup de littérateurs, d'hommes qui en réalité représentent plutôt les élites urbaines du pays. En tout cas, cette assemblée qui est élue donc le 8 février 1871, elle est convoquée, donc, comme tu l'as indiqué, Benjamin, à Bordeaux. Le 17 février, elle ratifie les préliminaires de paix avec l'Allemagne, ce qui suscite d'ailleurs l'ire des députés alsaciens et lorrains, parce qu'ils perçoivent qu'ils ne seront plus français bientôt. Alors je crois, il me semble qu'il quitte l'Assemblée. Gambetta avait été élu en Alsace, il quitte l'Assemblée. Dans le Bas-Rhin, et il quitte... Ah oui, mais c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque les territoires qui étaient occupés, et notamment les territoires dont le dialecte était un dialecte germanique, notamment l'alsacien ou le platte, en Lorraine, sont des territoires qui votent et qui élisent des députés. Donc il y a en février 1871 des députés qui proviennent du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle. Et d'Algérie aussi. Et d'Algérie également, et même de Comptoir des Indes. Le représentant de l'Inde, monsieur de Richemont, sera un député d'extrême droite. Mais oui, je reviens à mes Alsaciens et à mes Lorrains. Ces députés ont été élus. Et évidemment, quand la paix sera signée, ce sera véritablement effectif le 5 mai 1871 par le traité de Francfort. Ces députés-là sont totalement ravagés par l'idée même de se séparer de la France. Et Gambetta, qui est élu à Strasbourg, amène ce mouvement démissionnaire de députés alsaciens et mosellans qui seront pour la plupart non réélus, à l'exception peut-être notoire de Gambetta, qui sera réélu à Belleville à Paris, où il avait été élu déjà lors des législatives de 1869. Oui, Gambetta poursuivra, lui, sa carrière politique jusqu'en 1882, même s'il il a beaucoup de mal, comme l'aura ensuite Jaurès, à accéder à des postes importants. Alors, il y a donc, on l'a indiqué, cette ratification des préliminaires de paix, et puis ensuite, le 10 mars, il y a ce qu'on appelle le pacte de Bordeaux, qui est une sorte d'accord implicite, oui, tacite du président. Alors il doit être président de l'Assemblée nationale, je pense. Thiers, il n'est pas encore président. C'est le président de l'autorité de la République.
Alors, le terme de république apparaîtra. Non, c'est la loi Rivet. C'est la loi Rivet du 31 août 1871. On accorde assez rapidement le titre de chef du pouvoir exécutif à Thiers. Chef du pouvoir exécutif, et on choisit, et c'est assez révélateur de la complexité de la composition politique de cette assemblée, on accorde à quelqu'un qui est extrait du centre-gauche, Thiers, cette présidence de l'exécutif. Et donc la mission de Thiers est de calmer le jeu et de reporter à plus tard la question du régime, qui divise déjà l'Assemblée. Nous y reviendrons peut-être, notamment sur les projets de restauration monarchique. Mais Thiers dit siffle la fin de la récré et justement fait en sorte de privilégier la paix par rapport à la question des institutions et du régime politique. Voilà, donc c'est ça l'implicite du pacte de Bordeaux, entre guillemets, c'est voir pour plus tard. Et ce sera en gros en 1875-1876, qu'est-ce que sera le régime. Pour l'instant, le régime n'est républicain que de fait. Il est toléré par cette majorité royaliste. Et Thiers semble être un petit peu l'homme parfait pour faire la synthèse, puisqu'il n'est pas royaliste, Thiers, mais ça n'est pas un républicain modéré. Moi, j'ai même du mal à le qualifier de républicain. Au sens propre, c'est un centriste avant l'heure. C'est pas un centriste. Si on pouvait le qualifier politiquement, je dirais que Thiers est thierriste. Il est thierriste. Voilà. Il est vraiment à la conjonction des différents. Déjà à la conjonction des centres gauche et centres droits, mais il est vraiment au centre de l'Assemblée. Et il le joue. Il a conscience du caractère véritablement d'appoint que lui et sa famille politique ont pour faire ou défaire les majorités. Et ça va vraiment être l'agent bloqueur de toute tentative de restauration monarchique, notamment parce qu'il va jouer de son influence politique et de la faculté qu'il aura de renverser la majorité ou de la consolider par notamment ce groupe du centre-gauche qui est proche des orléanistes mais qui conserve son indépendance et qui tout au long de la magistrature jalousera cette indépendance et prendra véritablement définitivement ses distances avec l'orléanisme et deviendra pleinement républicain. Alors, ça n'est pas fini pour autant, parce que il y a la nécessité de convoquer 114 élections partielles, on l'a dit, des élections complémentaires, qui seront prévues quand les choses se seront un peu tassées, notamment au niveau de Paris. On vous a parlé brièvement de la Commune de Paris, qui s'achève le 28 mai avec ce qu'on appelle la Semaine sanglante. Et bien, à peine un mois plus tard, le 2 juillet, il y a donc convocation d'élections complémentaires, 114 scrutins, avec une issue totalement différente pour le coup des élections générales de février. Parce qu'il n'y a plus de majorité royaliste. Là, il y a 99 victoires républicaines sur 114, 12 victoires royalistes et puis 3 victoires bonapartistes. Même les bonapartistes arrivent à tirer leur épingle du jeu alors qu'ils n'avaient eu qu'une vingtaine de représentants en février. C'est vraiment les royalistes, toutes tendances confondues, qui sont les grands perdants de ces scrutins complémentaires du 2 juillet 1871 qui se tiennent le 9, exceptionnellement, dans le département de la Manche. Et cette série de victoires républicaines qui sera confortée à partir de 1872 dans la série d'élections partielles qui aura, et c'est bien normal, un petit peu partout en France. Notamment à Lyon. Où Barodet sera élu. C'est Lyon ou c'est Paris, Barodet ? C'est Paris, pardon. Oui, c'est Paris. Ouais. Oui, je pensais à cette élection-là, Barodet, qui est une... tu peux peut-être en parler, du coup. C'est une victoire surprise des Républicains. Victoire surprise des Républicains. C'est vraiment le moment précis où Thiers choisit la République et où il rassemble toute la majorité conservatrice, si je peux qualifier cette majorité, si on peut, comment dirais-je, la qualifier une et homogène. C'est au moment de cette élection, en 1872, que Thiers reçoit les ires justement de cette majorité et fait le choix de la République. Il a d'ailleurs une phrase célèbre dont j'ai oublié véritablement la teneur, mais où il rappelle son attachement à la République et où il verrouille définitivement le projet de restauration monarchique. Alors, c'est cette élection au printemps 1873 qui entraîne quelques jours plus tard la chute de Thiers et l'élection de Patrice de MacMahon, nouveau président de la République. Alors, Benjamin, sans doute faut-il
revenir sur la composition des principales tendances. On ne peut pas dire des groupes parlementaires à l'époque, on ne pourra pas le dire avant les années 1910. La composition des principales tendances politiques de l'Assemblée nationale en juillet 1871. Alors, les chiffres cumulés. Les chiffres cumulés, oui. Les chiffres cumulés des élections de février et de juillet. Nous avons de l'extrême gauche à l'extrême droite. Alors, on ne qualifie pas de groupe, mais on peut qualifier peut-être de réunion, c'est-à-dire que les gens se réunissent chez les chefs de réunion pour discuter des projets de loi, de se concerter sur un vote, etc., sans que la discipline ne soit respectée. J'ai les cas notamment, puisque c'est des cas qui m'intéressent, de chevaux légers, où malgré les réunions qui se tiennent chez le marquis de Gouvelot, impasse des chevaux légers à Versailles, les députés votent librement et selon plus leur conscience que selon des directives politiques. Donc de l'extrême gauche à l'extrême droite, nous avons un groupe d'environ 80 députés, ce sont les républicains radicaux, qui ont le même idéal que la commune qui a été matée à Paris. Nous avons ensuite environ 150... Ça, c'est plutôt Léon Gambetta, par exemple. Léon Gambetta. Nous avons environ 150 députés républicains modérés. Donc, oui, Favre. Voilà, de la tendance de Favre. Un centre-gauche d'environ 90 unités. Ça, c'est Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, donc qui fait corps avec l'orléanisme au début de la législature pour s'en séparer et pour faire le choix, nous l'avons vu en 1872, de la République. Au centre, nous avons un groupe bonapartiste, mais le groupe bonapartiste, nous l'avons vu, est à part et ne sera véritablement constitué que par la constitution du groupe de l'appel au peuple. Alors, ils sont peu nombreux, hein, les bonapartistes, on vous a dit à peu près un petit peu plus de 20, avec des hommes, par exemple, comme César-Auguste Ginoux de Fermont, qui est élu sur le scrutin de liste, naturellement. C'est un député de la Loire-Inférieure, mais qui ensuite s'implantera dans le pays de Châteaubriand, au nord-est du département. Et ensuite, donc, passé les bonapartistes et le centre-gauche, nous arrivons dans toute la mouvance monarchiste. Alors, on a trop voulu simplifier cette assemblée en disant qu'il y avait un groupe orléaniste et un groupe légitimiste. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on va essayer de synthétiser puisque il ne s'agit pas d'embrouiller les auditeurs. Nous avons un groupe vraiment orléaniste qui fait de la fidélité au prince d'Orléans comme prince d'Orléans, c'est-à-dire comme princes libéraux fusionnant l'idée de la monarchie traditionnelle avec les apports de la Révolution française, et qui se mêle avec une sociologie, nous l'avons dit, bourgeoise. Donc cet orléanisme comprend à peu près 130 à 150 unités et demeure la première force politique. Nous avons ensuite toute une panoplie de légitimisme dont le courant majoritaire est un légitimisme modéré d'environ 135 unités, qui entretiennent avec l'héritier, le comte de Chambord, des relations courtoises. Mais on peut mettre des hommes comme Charles de Juigné dans cet ensemble. Voilà, Charles de Juigné en Loire-Inférieure, Chénelon pour les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, ces gens-là sont des légitimistes, des notables locaux qui, pour la majorité, sont élus pour la première fois, mais qui sont des descendants au niveau de la pratique politique de Pierre-Antoine Berryer, qui était le grand député des légitimistes sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire. Et à gauche et à droite de ce bloc légitimiste, nous avons à gauche des fusionnistes, ceux qui seront pour la fusion entre légitimisme et orléanisme sans faire trop attention à la doctrine, en privilégiant l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Et à droite de ce bloc légitimiste, nous avons ce que nous appellerons les chevaux légers, du nom de la rue de Versailles, de l'impasse de Versailles où ils se réunissent, qui eux sont des inconditionnels du comte de Chambord et qui entretiennent véritablement les idées d'Henri V, notamment sur cette fameuse affaire du drapeau blanc, qui sera une mise au point de la part de l'héritier sur tous les projets justement de fusion qui se feront sans qu'ils n'y prennent part.
Voilà, effectivement, c'est assez précis parce que on a effectivement tendance à voir cette logique Benjamin en bloc. Moi-même, je l'avais mentalement, j'avais cette idée comme ça des deux blocs, le légitimiste, orléaniste, avec à peu près 170 et 210 éléments respectivement. C'est effectivement beaucoup plus nuancé que ça. Et que pour les légitimistes, contrairement aux orléanistes, ce sont des gens qui sont pour la majorité élus pour la première fois, et ce qui causera justement leur difficulté pendant toute la durée de la législature. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas rodés aux astuces parlementaires. Ils ne sont pas rodés aux astuces parlementaires et ils ont du mal à voir un peu où on les amène. Juste une précision, il faut rappeler que les députés légitimistes sont pour la première fois élus, ce qui n'est pas le cas des députés orléanistes. Et justement, tout au long de la législature, les députés légitimistes n'arriveront pas à déceler les intrigues orléanistes qui condamneront à terme les projets de restauration. Il ne faut pas perdre à l'esprit ce caractère novice des députés légitimistes. Il y a un bon exemple de ce retour des notabilités orléanistes dans l'Assemblée par rapport aux légitimistes qui sont effectivement, tu l'as dit Benjamin, plutôt des hommes nouveaux, hein, des élus qui sont élus pour la première fois. C'est par exemple François de Maleville, représentant orléaniste de la Dordogne, qui avait été élu en 1834 et en 1849, c'est un orléaniste, et bien il est réélu de nouveau représentant, on ne dit pas député à l'époque, hein, pour rappel, en 1871 à l'âge de 68 ans. Alors, on a fait la répartition sociologique, on a fait la répartition par tendance politique. Pour ce qui est, brièvement, et on vous le montrera sous la forme d'une carte de la répartition, grosso modo, de la géographie électorale des différentes tendances. Pour simplifier, vraiment, hein, les royalistes sont surtout représentés dans l'Ouest au sens large et dans le Midi, mais alors pas dans tout le Midi, hein, plutôt le Midi rural, l'intérieur des terres. Les républicains au sens large sont naturellement surreprésentés à Paris, dans la ville de Marseille, parce qu'il y a eu une forte agitation républicaine, notamment autour de Alphonse d'Esquiros l'année suivante. Il y a eu un petit essai de commune qui n'a pas fonctionné. Toulouse également, et puis les départements frontaliers de l'Est qui, naturellement, sont jaloux de leur... du fait qu'ils, selon eux, ils doivent rester français. Alors naturellement, les élections dans les départements de l'Est, elles seront invalidées puisque ces territoires deviennent allemands. Et puis quant aux bonapartistes, ils sont représentés de manière tout à fait squelettique, hein, mais ils ont quand même des représentants dans quelques zones de force assez logiques. La Corse, naturellement, parce que c'est l'île natale de Napoléon Ier, et puis également la Charente et la Loire inférieure, où ils ont, je pense, deux représentants, dont ce représentant qu'on a cité tout à l'heure, Benjamin, qui est Ginoux de Fermont. Voilà, chers amis, pour ces élections législatives de 1871, il faut sans doute faire une ouverture en signalant que, eh bien, le 5 juillet, il y a le manifeste du comte de Chambord, et puis, Benjamin, la séquence des élections cantonales en octobre, qu'on peut rappeler brièvement avant de conclure. Bien sûr, qui est dans la continuité des élections complémentaires du 2 juillet 1871, c'est-à-dire une implantation, alors ça se caractérise par une implantation dans les conseils généraux des Républicains, notamment dans des conseils généraux qui n'ont pas l'habitude de voter pour les Républicains. Je pense notamment à la Loire inférieure, où nombre de candidats conservateurs sont battus. On a parlé du comte de Juigné. Le comte de Juigné, l'ancien président en exercice du Conseil général, est battu dans son canton de Bourgneuf-en-Retz. Et alors il y a toute une série, je crois également que le conseiller général de La Chapelle-sur-Erdre, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Sémaison, est battu également. Donc il y a toute un rebattage de cartes intégral au niveau local qui favorise les républicains et qui préfigure l'implantation définitive du régime républicain en France. Ces élections législatives cumulées et conjuguées à ces élections cantonales, ça équivaut au son du glas pour les conservateurs et notamment pour les monarchistes qui ont perdu l'occasion de restaurer la monarchie.
Voilà, donc c'est cantonal, ce qu'on appellerait les élections départementales maintenant, sonne effectivement le glas des conservateurs, et puis cette républicanisation progressive de la France à partir des centres urbains, y compris des villes moyennes. Chers amis auditeurs, merci de votre attention, et à bientôt sur Fréquence Histoire. À bientôt, Benjamin. À bientôt, merci.